Bonjour les amis, bienvenue dans un des quartiers de La Rochelle que vous connaissez forcément puisque c'est celui qui est source de l'eau. Nous sommes du côté du Champ de Mars à La Rochelle et plus particulièrement du côté, vous savez, des DF près des casernes, la caserne de Cérès, où vous avez ce fortin dont des gens croient que c'est un des équipements Vauban de protection et de défense de La Rochelle. Que nenni les amis, ce bâtiment, il y en a 3 à La Rochelle comme ça, né autour des années 1800 et il intervient dans le cadre d'un nouveau service d'eau qu'il faut prévoir pour préparer La Rochelle au 19e siècle et au 20e siècle qui allait suivre. Notre eau, ça commence en l'an 900, on se sert de quelques puits, la ville a du succès, il faut donc faire plus. Un premier système d'adduction d'eau autour du 15e siècle est mis en place, c'est le fameux aqueduc, ce qu'on appelle les souterrains de La Rochelle, qui ramenait les eaux du Lafond. Et puis là aussi, je le disais, à l'approche du 19e siècle, la révolution du rail, de l'acier, la vapeur, le charbon, la ville doit se faire moderne et doit servir l'eau à tout le monde et il faut revisiter complètement l'histoire de l'eau à La Rochelle et on crée à ce moment-là des tas de fontaines, une soixantaine dans les rues de La Rochelle auxquelles les gens pouvaient avoir accès, des fontaines cette fois-ci. On décide d'amener l'eau dans les services publics et on décide d'amener l'eau chez les particuliers moyennant une allocation en sachant que le XVIIIe siècle a frappé avec des sécheresses puisque les coups de chaud ont obligé à reconsidérer l'alimentation de la ville. On est allé chercher des sources à Périgny et même à Romsey. Et quand ça tarissait alentour, il fallait pouvoir, dans des châteaux d'eau d'exception, 1864, celui-ci par exemple, ramener de l'eau en réserve. C'était un réservoir d'eau qui permettait de suppléer à la distribution de l'eau dans La Rochelle. Je vous propose d'entrer dans un vrai labyrinthe. C'est pas les châteaux d'eau comme on les a connus dans les années 50, 60, les champignons. On les enterre d'ailleurs maintenant, on les élève plus. Ceux-là, c'était des espèces de fortins. 20 litres d'eau par personne et par jour, voilà ce que ça devait contenir. Et regardez les amis, un vrai bunker, épaisseur du mur. Et je retrouve notre collègue Jean-Louis Mahé, historien s'il en est, qui a signé des tas de bouquins sur La Rochelle, celle qu'on aime bien découvrir, plutôt par le dessous. Jean-Louis, bonjour. Bonjour à vous. Bon, on va dire donc, épaisseur de la porte. Oui, la maçonnerie extérieure déjà est très impressionnante. Ouais. C'est vrai que derrière cette porte, on ne sait pas ce qu'il y a. Et c'est effectivement un spectacle assez inattendu. Ouais. Cette suite de piliers, un vrai labyrinthe, des piliers à ne plus savoir compter. Alors, on va s'y rendre. Je disais tout à l'heure, c'est un réservoir d'eau, mais c'est pas que réservoir d'eau, parce qu'on voit de la machinerie. On est à l'approche du 19e siècle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça suffisait plus ce qu'on avait au 15e, l'aqueduc, là, qui avait l'air bien sympa? Alors effectivement, au milieu du 19e siècle, souvent on dit d'ailleurs à tort qu'il ne se passe rien à La Rochelle au 19e avant la création du port de la Palisse, à la fin du siècle. Oui. Mais il n'y a rien de plus faux, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent en particulier sous le Second Empire, avec par exemple notamment l'arrivée du chemin de fer, le creusement du bassin à flot extérieur, et aussi un certain nombre de travaux d'édilité pour embellir et moderniser la ville, comme par exemple l'éclairage public au gaz, ouais. Avec l'usine à gaz qui est juste de l'autre côté de la rue, ouais. Qui était juste de l'autre côté de la rue. Premier point éclairé en ville, c'était quoi? Place de Verdun, chic. La place de Verdun, une première rangée de candélabres à gaz ouais. Que les gens venaient voir. C'était l'attraction à cette époque, en 1843. Et puis donc la modernisation du réseau d'assainissement, d'eau potable, avec donc la création de ce magnifique château d'eau, comme il en existe d'ailleurs un certain nombre, notamment par exemple à Fontenay-le-Comte, il y en a encore un très beau qui est conservé, identique à celui-ci. Alors il est magnifique parce que c'est à la fois un travail de maçonnerie énorme, mais de la technologie, il faut supporter de l'eau au-dessus, et puis en même temps, il faut l'acheminer. Donc là, on profite de la vapeur pour pousser l'eau du Champ de Mars ici, jusqu'ici dans cette cuve, parce que ça monte ici, on est sur le point haut, mais là-bas on est sur un point bas, il faut faire monter l'eau. Oui, alors on utilise l'eau que l'on a sur place déjà, donc avec au Champ de Mars, et la fontaine de la Maréchale, qui est toujours en place, qui est alimentée indépendamment des eaux du Lafond, et sous le Champ de Mars, on creuse donc 2 grands réservoirs et une machine élévatoire pour emmener cette eau sur ce point haut ici, grâce à des canalisations en fonte. Ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Et donc, bien sûr, la machine à vapeur, donc c'est le résultat de la révolution industrielle qui permet ces nouvelles techniques. Et donc, après, on achemine l'eau ici,
Et on voit donc... On va voir cette machinerie, mais regardez, voyez, alors il y a des coins, des recoins, les amis, c'est un vrai labyrinthe. Tous ces pieds pour supporter tout ce poids d'eau, je disais, les estimations à l'époque, donc on est en 1864 au moment où on inaugure, c'est 20 litres par rochelet et par jour, et il fallait contenir cette capacité-là. Oui, alors la technologie employée à cette époque-là, c'est un peu comme des coques de bateau, donc c'est des plaques de métal rivetées, oui. Sauf que la coque du bateau, l'eau est à l'extérieur, là l'eau est à l'intérieur de ce réservoir, et donc en principe il y a 2 réservoirs acheminés avec 2 canalisations différentes. Donc comme on voit ici, celle-ci s'enfonce dans la terre, parce qu'elle rejoint donc le champ de Mars. Ouais. Donc on passe sous le rempart, là, parce que là, ici, on est à l'intérieur de la vieille ville. Puisqu'on est, je répète, sur un point haut ici, la canalisation descend pour aller chercher l'eau, qui est propulsée par cette machine élévatoire, et qui arrive donc ici, et ensuite qui est montée dans les réservoirs qui sont au-dessus de nous, qui sont aujourd'hui vides. Jean, est-ce qu'on peut penser que celui du champ de Mars, tout ça est très contemporain? Il est semblable, c'est la même architecture. Il y en avait un troisième à Saint-Maurice, d'ailleurs, qui est copie conforme de celui-ci, qui servait pour le port de commerce, dans la prévision du port de commerce, m'a-t-on dit. Alors après, évidemment, il y a toujours eu plus besoin d'eau, hein, toujours plus. Et donc on a créé d'autres châteaux d'eau sur la ville, mais celui-ci, c'est le premier. Et cette réserve d'eau servait aussi donc uniquement pour la ville historique, hein, où on a mis des bornes fontaines. Et d'ailleurs, par exemple, la fontaine du Pilori, hein, qui existe, qui est donc une ancienne fontaine, sur des vieilles photos, on voit au pied de cette fontaine du Pilori une borne fontaine. Comme ça, il y en avait 51 au tout début, et ça permettait d'alimenter tous les quartiers de la ville, parce que tous les quartiers de la ville n'avaient pas une fontaine, et là, c'était vraiment un progrès assez important pour le confort des habitants. Et avant l'arrivée de ces fontaines, on est dans les logiques anciennes, 1900 lancement de la ville, et puis 15e siècle, un aqueduc, des puits surtout, essentiellement des puits, pas de qualité terrible, mais enfin, ces fontaines, c'est la garantie quand même d'une eau, parce on commençait à la contrôler, après avoir eu des sécheresses, etc., on commençait à contrôler l'eau. Oui, alors il y a la quantité d'eau, mais il y a aussi la qualité de l'eau. Alors là, c'était un peu meilleur, mais la qualité de l'eau à La Rochelle a posé problème très longtemps, et c'est seulement après la Première Guerre mondiale qu'on a eu une eau d'une relativement bonne qualité. Alors, on va cheminer. On a dû voir sur les images d'Antoine, regardez les perspectives. J'ai une diagonale là. Ça pourrait servir de lieu culturel. La mairie en parle. Il y a des projets. Les gens du quartier y pensent. Bon, pour le moment, il y a beaucoup d'investissements ailleurs. Donc, mais regardez, en tout cas, c'est une réserve extraordinaire, inouïe. Les gens pensent que c'est du Vauban, pensent que c'est de la fortification. Comme on est sur l'enceinte, c'est l'enceinte Ferry qui est derrière nous. La dernière enceinte, les gens disent olé de la pierre, tout ça, olé pour la défense, l'attaque, Richelieu, et je te mélange tout. Non, pas du tout, puisque donc, comme on l'a vu au tout début, il a été construit en 1864 sur un terrain que la ville a acheté l'année précédente, où il y avait une brasserie. On fabriquait de la bière ici. Donc non, c'est une construction vraiment de milieu 19e, hein, donc, qui n'a rien à voir avec Vauban. En tout cas, je retiens de ce que vous nous avez indiqué que toute cette période-là, 1800, dont on disait il se passe pas grand-chose, etc., c'était quand même la mise en place du format nécessaire pour que cette ville se développe comme elle s'était développée avec son commerce, puis bien plus tard, bien sûr, avec son poisson. Oui, c'est un petit peu une image un peu qui est fausse, hein, comme je le disais, d'une ville endormie qui attend que le port de la Palisse soit créé pour se réveiller. Pas du tout. Par exemple, au tout début du Second Empire, en 1852, la Banque de France veut ouvrir une agence dans le département. Elle hésite entre Rochefort et La Rochelle, et finalement, c'est La Rochelle. Donc c'est la ville qui monte économiquement. Donc c'est quand même aussi un signe que les choses sont en train de bouger, et la ville connaît un dynamisme. Oui. Vous allez me trouver peut-être en l'air un peu, Jean-Louis, mais c'est abusé, là, ça se passe au-dessus de nous. Regardez, il y a ce tuyau qui arrive là. Mais de la même manière, il y a l'autre d'où nous arrivons là-bas dans la perspective. Les cuves sont au-dessus. Elles couvrent toute la surface, ces fameuses cuves-là. Alors, peu de gens ont pu les voir. Même la personne qui nous a reçus ne connaît pas. Donc, on peut s'en tenir qu'à des... Oui. Alors, peut-être qu'il existe dans les archives effectivement des plans, puisque c'est un architecte, c'est Brossard, un architecte de la ville, qui a conçu les plans de ce château d'eau. Donc, on doit pouvoir trouver dans les archives sans problème
les plans et voir plus précisément. On dit que les accès sont quand même un peu olé olé, là, c'est un peu dangereux, donc c'est pas autorisé d'y aller, mais enfin, on trouvera bien quelqu'un pour nous montrer les images. Regardez, la preuve en est, vous avez vu d'un côté, ça rentre dans la terre, là-bas, parce que ça va en direction du Champ de Mars, et puis, de l'autre côté, ça redescend dans la terre, mais en direction de la place de Verdun. Regardez, il y a un tuyau qui part en pente, là-bas, tchouf! Ça devait être la redistribution dans l'autre sens. Voilà, c'est la distribution ensuite des 51 bornes fontaines. Ouais. Qui permettait, et donc comme vous l'avez dit aussi, pour certains particuliers qui le souhaitaient, moyennant un abonnement financier, qui pouvaient avoir de l'eau chez eux. J'ai demandé à Antoine de se rapprocher, je n'avais pas vu cette image les amis, mais on en profite, hein, parce que c'est pas demain que vous allez descendre dans cette... Enfin, on descend pas trop profond finalement, parce que c'est au-dessus. L'eau est au-dessus de nous. Enfin, regardez cette machinerie, comme elle est beau tout ça. Ça c'est de la technologie, rendez-vous compte. Ça a fonctionné combien de temps? Alors après, ce château d'eau, là, moi, je ne pourrais pas vous dire précisément s'il a servi, parce qu'après, évidemment, les besoins en eau ont toujours été une demande toujours croissante, hein, bien sûr, avec l'augmentation de la population. Et lorsqu'on a de l'eau chez soi, plus c'est facile, plus on en consomme. Ça aussi, c'est... Parce qu'évidemment, s'il faut aller prendre un seau pour aller chercher à une fontaine, on va moins souvent que si on a un robinet à ouvrir sur un évier. Ouais. Voilà, bon Jean-Louis, en tout cas, une très belle... Oh, je réattire l'attention, les amis, sur l'épaisseur de cette porte, là, regardez, avec cette espèce d'aérateur, là, c'est quand même... Une imposte pour aérer, probablement, oui. Il faudrait bien garder ça comme une espèce de réserve en cas de conflit, aller savoir des fois que les hommes s'en mettraient à faire la guerre, mais ça n'existe jamais, ça. Non, bien sûr. On pourrait se réfugier ici, aux cartes. Voilà. Bon les amis, ça s'appelle le château d'eau. Il y a des gens qui disent c'est une glacière. Non, c'est pas une glacière. Ça s'appelait à l'époque, au lieu de la rue Marcel Paul, la rue de la Glacière, parce qu'il y avait une glacière au Champ de Mars. Il y avait une glacière au Champ de Mars, mais il y en avait une ici aussi au XVIIIe siècle. Et à côté de cette parcelle sur laquelle nous sommes. Alors à peu près par là, oui, enfin vers l'usine à gaz, l'ancienne usine à gaz où il y a aujourd'hui l'EDF. Bon, donc les amis, on arrête avec la glacière. C'était pas une glacière, c'était bien un des 3 châteaux d'eau de La Rochelle qui aura marqué l'entrée dans le 19e siècle. Bon, que d'histoire d'eau, Jean-Louis. Vous nous réservez une prochaine surprise? Ben, on va continuer sur l'histoire de l'eau pour aller vers notre époque. Il y a encore pas mal de choses à dire pour comprendre et pour connaître cette histoire qui nous touche tous finalement. Bon, je réattire l'attention les amis, promenez-vous un peu le nez en l'air, parce que quand on regarde en l'air, on a des explications sur l'histoire. Antoine l'a fait voir en début, on va finir sur cette image-là, qui date. Les armoiries, c'est les armoiries de... Donc on distingue 1864 bien sûr, et avec les armes de la ville et la devise Servabor Rectore Deo. Et puis 2 poissons. Et 2 dauphins stylisés, et puis au milieu un écu avec la nef. Cette ville, on s'ennuie jamais dans cette ville, il y a toujours des trucs à découvrir. Heureux de vous avoir fait pénétrer dans un monument inaccessible par ailleurs. À très bientôt les amis pour de nouvelles belles aventures ensemble. À bientôt!